Le 1er octobre 2025, dans la salle de marbre des Nations Unies, un silence dense a suivi des mots qui ont fendu le protocole. Un jeune capitaine venu de Ouagadougou a affirmé que l'Afrique ne devait rien et que la vérité était la seule dette acceptable. Les caméras ont vacillé, les traducteurs ont hésité et les délégations se sont figées pendant de longues secondes. Que signifie pour le public et pour les marchés qu'Ibrahim Traoré rompe ainsi le pacte tacite de la politesse diplomatique au cœur de l'ONU? Derrière l'écho commence une guerre sans sirène. Budget, notation, crédit, délai. Dans les jours qui ont suivi, la phrase du capitaine a quitté la salle des Nations Unies pour devenir un test de réalité. À Ouagadougou, les murs vibraient de chants et de vidéos rediffusées sur les téléphones. À Washington, des courriels portaient déjà le mot confinement. Derrière la dignité affichée, un risque se dessinait, celui d'une riposte invisible faite d'indicateurs et de taux. L'enjeu n'était pas seulement financier, il touchait à la possibilité même pour un pays africain de parler au monde sans se voir ramener au silence des chiffres. Ce récit promettait de montrer comment une déclaration pouvait déplacer un équilibre vieux de plusieurs décennies. Comprendre cette bataille silencieuse, c'est mesurer le prix du mot vérité. Et dans ce combat, le public allait découvrir que la politique moderne ne se mène plus dans les rues, mais dans les tableurs. La révélation est venue 3 jours après le discours d'Ibrahim Traoré. Tandis que la poussière des applaudissements flottait encore dans l'air de Ouagadougou, une réunion inhabituelle se tenait à Washington, dans le bâtiment d'anonyme du Fonds monétaire international. Officiellement, l'ordre du jour évoquait une revue technique des engagements africains. En réalité, c'était une séance d'urgence déclenchée par 7 mots prononcés à New York. Les écrans affichaient des courbes de dette, des taux de change, des colonnes de risque de contagion. En 24 heures, la vidéo du discours avait dépassé 200 millions de vues et les analystes cherchaient comment transformer l'humiliation en procédure. À Ouagadougou, le contraste était saisissant. Des étudiants peignaient des fresques de Traoré sur les murs pendant que, dans le palais présidentiel, ses conseillers observaient les premiers signes du froid diplomatique. Des appels d'ambassade restaient sans réponse, des révisions d'aide étaient reportées. Le pouvoir savait qu'un silence de ce type annonçait souvent une sanction. Le ministre des Finances, la voix basse, murmura: «Ils ne diront pas que c'est une punition, ils diront que c'est un ajustement.» Cette phrase marqua le début d'une ère où chaque minute semblait un test. L'économie du Burkina Faso devenait un baromètre politique. Le franc CFA se dépréciait, le crédit se raréfiait, les importateurs payaient en dollars. Ce que les caméras avaient saisi à l'ONU prenait maintenant la forme d'une pression algorithmique. Et dans ce glissement des applaudissements vers la récession, le monde découvrait une nouvelle grammaire du pouvoir, celle où l'on sanctionne par omission, où l'on punit en suspendant le flux d'argent. C'est dans cette tension que le récit se déploie, entre une parole libre et un budget étouffé, entre l'orgueil d'un peuple et la froideur des bilans. Le fil conducteur de cette histoire restait la trajectoire d'un homme seul face à une machine mondiale. Dans le palais, Ibrahim Traoré étudiait des cartes économiques et des graphiques rouges où chaque flèche descendante signifiait un refus silencieux. Les rapports du FMI, les notations de Moody's, les courriels d'ambassade, tout semblait orchestré pour transformer une phrase en avertissement. Mais en dehors des murs, la réalité prenait un autre visage. Dans les rues de Ouagadougou, la population réinventait l'énergie du discours. Des vendeurs ambulants rejouaient les images sur leur téléphone. Des enfants récitaient «L'Afrique ne vous doit rien» sans en saisir toute la portée. Les artistes peignaient des fresques où Traoré tenait un stylo comme une arme. Chaque affiche, chaque murmure nourrissait une résistance diffuse. Le pays tout entier semblait suspendu entre ferveur et inquiétude.
Pour les analystes étrangers, cette tension n'était qu'un épisode politique. Pour les habitants, c'était une question de survie morale. Les premiers signes du siège économique apparaissaient déjà. Ralentissement du crédit, inflation, retard d'aide. Mais la ferveur populaire, elle, ne faiblissait pas. Traoré lui-même comprenait que son nom dépassait désormais sa personne. Il incarnait la dignité d'un continent habitué à demander, qui pour la première fois exigeait. Ainsi commença l'impact précoce du discours, non pas un soulèvement armé, mais une insurrection de conscience. Et si l'histoire du Burkina Faso devenait le miroir de celle d'une Afrique prête à se redresser, tout commença par un glissement invisible. Dans les couloirs du FMI, une note confidentielle circulait sous l'intitulé neutre Mesures de confinement. À première vue, il ne s'agissait que d'un ajustement technique. Mais, pour Ibrahim Traoré, chaque ligne de ce document signifiait une fermeture de plus. Le Burkina Faso fut placé sous observation accrue entre le Mali et le Ghana. Les délais de décaissement remplacèrent les transferts. Le langage de la finance, froid et impersonnel, prenait la place des avertissements politiques. En 48 heures, les conséquences se firent sentir. Les importateurs durent régler en dollars, les banques raccourcirent les échéances et le franc CFA perdit près de 6% en une semaine. Le carburant monta de 15%, le riz importé doubla. Les journaux parlaient de fluctuations, mais les citoyens parlaient de punition. Dans les rues, les files s'allongeaient devant les stations-service. Les conversations se faisaient basses, mais la colère, elle, montait. À Washington, les analystes utilisaient un autre vocabulaire. Ajustement, prudence budgétaire, stabilité. Officiellement, le FMI niait toute motivation politique. Officieusement, des courriels internes évoquaient un objectif clair. Il semblait déjà éviter la contagion narrative. Les marchés, eux, réagirent comme un seul organisme. Les taux d'emprunt bondirent, les réserves fondirent et la confiance se dissipa. La guerre silencieuse avait commencé, faite non de soldats mais de chiffres. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré apparut à la télévision nationale. Sa voix était ferme, son ton sans pathos. Ils veulent nous faire plier avec des taux d'intérêt, pas avec des armes, mais nous ne céderons pas notre dignité aux algorithmes. Cette phrase fit le tour du continent. À Bamako, des étudiants la peignirent sur les murs. À Dakar, des radios la diffusèrent comme un refrain. Le conflit quittait le terrain diplomatique pour entrer dans celui du symbole. Les semaines suivantes dessinèrent la structure classique d'une escalade. Le déclencheur fut la suspension des fonds. Le point culminant se manifesta par la panique des marchés. L'onde de choc apparut sous forme de pénurie puis de rationnement. Chaque étape resserrait l'étau, mais renforçait paradoxalement la cohésion du peuple. Là où la finance voyait un risque, les citoyens voyaient une cause. Et dans ce paradoxe naquit la question qui allait guider la suite. Combien de temps un pays peut-il tenir quand la morale devient sa seule monnaie? Au départ, les chiffres semblaient anodins. La situation de base, avant le discours d'Ibrahim Traoré, montrait que le franc CFA du Burkina Faso se maintenait autour de 655 pour 1 euro, l'inflation à 4%, et les réserves en devises couvraient 3 mois d'importation. La variation, 2 semaines plus tard, indiquait que la monnaie perdit 6%, l'inflation grimpa à 11% et les réserves chutèrent de 17%. Ces écarts, modestes en apparence, révélaient l'ampleur d'une riposte invisible, un siège financier où chaque décimale servait d'arme. Les institutions de notation réagirent avec synchronie mathématique. Moody's abaissa la perspective du pays de stable à négatif. Suivi. Bloomberg parla de risque budgétaire émergent. Ces mots, pourtant, étaient des signaux de marché déguisés. Ils transformaient la perception en coup, la prudence en paralysie. Le rendement obligataire national monta de 2,7 points
et chaque pourcent supplémentaire amputait des millions des budgets sociaux. Dans les ministères, les tableurs remplaçaient les discours. Les courbes rouges s'étiraient, croissance du PIB révisé à 1,8%, crédit aux PME divisé par 2, importation de médicaments retardée de 6 semaines. Les graphiques racontaient mieux qu'un manifeste la réalité du châtiment. Quand la monnaie se contracte, c'est le quotidien qui s'effondre. À Ouagadougou, les infirmières travaillaient à la lampe torche, les professeurs attendaient leur salaire, et les files devant les stations-service devenaient une unité de mesure parallèle à l'indice des prix. Les médias étrangers parlaient de marché ajustement. Les habitants, eux, parlaient de punition. Cette asymétrie se lisait jusque dans le vocabulaire. Le FMI disait ajustement technique, les citoyens disaient représailles. Et dans ce glissement sémantique se révélait la fracture du système mondial. D'un côté la prudence comptable, de l'autre la dignité vécue. Pour Ibrahim Traoré, chaque statistique était un acte politique. Ses discours suivants intégrèrent les nombres comme des preuves. Ils ne contestaient pas les faits, ils contestaient l'interprétation. Ils disent stabilité, moi je vois, silence tarifé. Cette rhétorique des données inversait le rapport de force. L'arithmétique des marchés devenait soudain morale. Ainsi, les chiffres cessèrent d'être neutres. Ils devinrent la bande sonore d'une guerre sans bruit, celle où le déficit remplace la bombe et où la valeur d'une devise pèse plus qu'une armée. Au milieu d'octobre, la crise financière avait cessé d'être un épisode pour devenir un miroir mondial, le siège étant devenu un symbole. Les chiffres ne suffisait plus à expliquer ce qui se passait. La contagion n'était pas seulement économique, elle était narrative. Ibrahim Traoré, que beaucoup imaginaient affaibli, réapparut à la télévision dans un uniforme sobre, le regard calme. Sa voix portait moins la colère que la certitude. Ils veulent nous faire douter, dit-il, mais la dignité n'est pas négociable. Ce soir-là, à Bamako, Dakar et Accra, des milliers de jeunes allumèrent des bougies en reprenant ces mots. Ce n'était plus un discours, mais un signal de ralliement. Les marchés, eux, réagirent encore. Les primes de risque montèrent. Les rapports d'analyse évoquèrent une instabilité contagieuse. Pourtant, sous la surface des bilans, quelque chose changeait. Le langage de la dépendance s'effritait. La moitié du récit se fermait sur une évidence. Le vrai centre de gravité n'était plus à Washington, mais dans les rues africaines où l'économie rencontrait la foi. Les répercussions du siège silencieux se déployèrent comme des ondes dans 4 cercles d'impact. D'abord chez les citoyens. Pour la population burkinabé, chaque jour apportait une nouvelle contrainte. Essence rationnée, riz importé doublé de prix, hôpitaux sans lumière. Les habitants appelaient cela une punition lente. Les pannes d'électricité transformèrent les soirées en veillées collectives où l'on récitait la phrase de Ibrahim Traoré: si la dignité coûte plus cher que le carburant, nous choisirons la dignité. Ce slogan devint une prière nationale. Ensuite, chez les entreprises, les petits commerçants et les importateurs subirent la contraction du crédit. Les fournisseurs étrangers exigeaient des paiements anticipés en dollars. Les banques locales, craignant l'effondrement, réduisirent les lignes de prêt. La production se figea, les salaires furent retardés. Mais dans cette crise, un nouvel élan interne apparut: la création de coopératives locales et de circuits d'échange parallèles. Le manque devint laboratoire d'autonomie. Puis, chez les voisins régionaux, au Mali, au Niger et en Guinée, les gouvernements observaient avec prudence. Ce qui arrivait au Burkina Faso ressemblait à une expérience. Mesurer combien de temps un État pouvait résister sans capituler. Des diplomates murmurèrent qu'il ne s'agissait plus d'économie, mais d'une épreuve de souveraineté. Ainsi naquit l'idée d'un front financier du Sahel, une solidarité par défaut. Enfin,
Chez les institutions mondiales, à Washington, les analystes parlaient de contagion narrative. À Paris, on évoquait un certain dérapage populiste. Pourtant, sous les chiffres, un malaise grandissait. Le FMI découvrait qu'on pouvait perdre une bataille non par les taux mais par les symboles. Les rapports internes mentionnaient désormais la nécessité de restaurer la confiance. Au cœur de ces conséquences, Ibrahim Traoré restait immobile. Son silence, désormais, avait plus de poids que les communiqués. Le monde découvrait que l'Afrique pouvait opposer à la froideur de la dette une autre logique, celle de la conscience. Ce moment marqua un basculement. La crise avait cessé d'être une punition, elle devenait un test moral. Et dans ce test, le Burkina Faso n'était plus isolé, il était observé, imité et bientôt suivi. Les analystes dressèrent trois trajectoires possibles pour les 12 mois à venir, chacune révélant une vision différente du monde post-crise. Le scénario de base est celui de l'équilibre sous contrainte. Le Burkina Faso parvient à stabiliser ses finances grâce à des ajustements internes et à une aide régionale prudente. Le franc CFA retrouve sa parité d'avant-crise, mais la croissance reste faible autour de 1%. Le FMI, sans reconnaître explicitement ses représailles, assouplit certaines conditions pour éviter un effondrement total. Ce scénario maintient le statu quo. Ni victoire, ni défaite, mais une fatigue durable. Le scénario optimiste est celui de la résilience collective. Sous l'impulsion d'alliés sahéliens, un bloc de coopération financière émerge. Le Mali, le Niger et la Guinée rejoignent le Burkina Faso dans une déclaration commune de moratoire temporaire sur les dettes non essentielles. Les ressources libérées soutiennent l'éducation et la santé. Les marchés, après un sursaut, s'ajustent à cette nouvelle autonomie. Les taux d'intérêt se stabilisent, la croissance remonte à 3% et la région gagne un capital symbolique inédit. Ce scénario suppose que la solidarité devienne stratégie. Le scénario pessimiste est celui de l'étouffement prolongé. Les sanctions implicites persistent. Les investisseurs fuient, les réserves s'amenuisent et les infrastructures s'effondrent. L'inflation dépasse 20%, les services publics cessent de fonctionner. Dans cette perspective, la dignité se paye au prix du désespoir. Mais même là, une idée demeure. Le siège économique ne détruit pas la foi, il la raffine. Ces trois chemins traduisent la même question. La souveraineté peut-elle survivre à la réalité des chiffres? Pour Ibrahim Traoré, le pari n'était pas de vaincre les marchés, mais de prouver qu'une nation peut exister autrement qu'en chiffres. Et si l'avenir du continent dépendait non de la somme empruntée, mais de la somme de courage partagé? Derrière les bilans et les taux, il restait des visages. Dans les hôpitaux de Ouagadougou, des infirmières improvisaient des soins à la lumière des portables. Dans les écoles, les enseignants poursuivaient les cours sans électricité. Chaque acte de routine devenait un acte de résistance. Ce n'était plus seulement une crise économique, c'était une épreuve du quotidien. Les familles apprirent à s'entraider. Des voisins partageaient l'eau, des commerçants offraient du riz aux plus pauvres. Dans les rues, les chants qui autrefois accompagnaient les fêtes s'étaient transformés en slogans. Le peuple découvrait que la solidarité était une forme d'économie alternative. La privation, paradoxalement, renforçait le lien social. Le visage d'Ibrahim Traoré, imprimé sur des banderoles ou peint sur des murs, symbolisait cette endurance tranquille. Non comme un sauveur, mais comme un rappel. La dignité se vit au pluriel. Les réseaux sociaux, souvent vecteurs d'exaspération, devinrent des espaces de coordination. Des campagnes d'entraide naquirent spontanées pour soutenir les écoles et les dispensaires. À travers cette humanité persistante, le monde extérieur découvrit un peuple qui refusait de se réduire à des pourcentages. Et si la véritable richesse d'un pays se mesurait à sa capacité de ne pas rompre, même lorsque tout vacille? La riposte du Burkina Faso
prit forme autour d'un plan clair, né d'une nuit de discussion dans une villa sans drapeau. Ibrahim Traoré, accompagné de ses homologues du Mali, du Niger et de la Guinée, y traça une feuille de route de survie collective. L'objectif, transformer la résilience en stratégie. La première étape consistait en un gel sélectif des dettes non essentielles. Pendant 6 mois, les paiements internationaux seraient suspendus afin de rediriger les fonds vers les réserves locales et les programmes sociaux. La deuxième étape était la mutualisation des ressources régionales. Les 4 pays décidèrent de créer un fonds commun temporaire pour soutenir leur monnaie et financer les importations vitales. La troisième étape reposait sur une diplomatie discrète. Sans rompre officiellement avec le FMI, ils optèrent pour le silence stratégique. Répondre par des faits plutôt que des communiqués. La quatrième étape visait la transparence interne. Les budgets publics furent rendus accessibles, les dépenses d'urgence publiées en ligne. La confiance nationale devint une ressource politique. En 1 mois, ces mesures produisirent leurs premiers effets. Stabilisation du marché local, regain de confiance populaire, soutien d'universitaires africains et de la diaspora. Ce plan ne proclamait pas la rupture, mais l'autonomie. Traoré résuma l'esprit du mouvement en une phrase. Nous ne négocions pas la fin, nous négocions la souveraineté. C'était moins une promesse qu'une méthode, la transformation de la contrainte en levier. La pluie tombait sur Ouagadougou lorsque Ibrahim Traoré revint sur le balcon du palais. En dessous, une foulée tenait des bougies, non des drapeaux. Les visages n'exprimaient ni triomphe ni colère, mais une calme détermination. Les tambours résonnaient comme des battements de cœur dans la nuit. Le président leva les yeux vers le ciel et dit simplement: ils ont gelé nos comptes, mais pas nos esprits. Cette phrase, reprise par des milliers de voix, devint le refrain d'une révolution tranquille. Ce soir-là, le pouvoir changea de nature. Il ne venait plus d'un budget, mais d'une croyance partagée. Dans le murmure de la pluie et des champs, le pays découvrit que la dignité n'était pas un privilège, mais une pratique quotidienne. Le monde, lui, écoutait, peut-être pour la première fois, un silence qui parlait plus fort que les chiffres. Et c'est dans ce silence vibrant que le Burkina Faso redonna un sens au mot indépendance. Le jour se levait sur une ville encore marquée par les coupures de courant. Les fresques effacées d'Ibrahim Traoré ornaient toujours les murs, mais une nouvelle phrase apparaissait en dessous. Nous pouvons devoir de l'argent, mais jamais des excuses. Cette ligne, simple et ferme, résumait tout un cycle. La résistance, la perte, puis la foi retrouvée. Dans les radios locales, les tambours continuaient, sobres, réguliers, comme un pouls. Ce n'était plus une crise, mais une mémoire collective. Le Burkina Faso ne s'était pas libéré des dettes, il s'était libéré du silence. Le monde financier pouvait mesurer les taux, lui mesurait désormais la conscience. Et si la révolution du XXIe siècle ne passait pas par les armes, mais par la lucidité? À ceux qui regardaient encore cette histoire de loin, une question restait suspendue. Jusqu'où iriez-vous pour défendre ce que vous ne pouvez pas acheter?